L'argent sale a-t-il contaminé l'économie mondiale et plus grave encore, est-il devenu indispensable au fonctionnement de l'économie et de la finance? On en parle et on prolonge ce documentaire avec nos deux invités. Fabrice Rizzoli, bonsoir. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour nous parler de la mafia, de son fonctionnement. Vous avez écrit Petit dictionnaire énervé de la mafia. C'est aux éditions de L'Opportun et vous avez notamment été consultant pour la partie italienne du documentaire. Éric Vernier, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, les relations internationales et stratégiques, et vous faites des audits et des formations dans beaucoup d'entreprises françaises sur justement le blanchiment, de la prévention. Pourquoi c'est obligatoire ? Alors ça peut paraître étonnant, mais aujourd'hui c'est effectivement obligatoire pour de nombreuses professions. Au départ, on a surtout pensé aux banquiers et aux assureurs. Au départ, c'était quand ? C'était au début des années 90. Ouais. Et petit à petit, on s'est rendu compte, ou alors on a ouvert les yeux, et on a étendu cette obligation à d'autres professions, notamment toutes les professions du chiffre, donc experts comptables, avocats d'affaires, fiscalistes, et puis tous ceux qui sont liés de près ou de loin aux affaires et aux finances. Et tout récemment, on a élargi même aux agents sportifs, puisqu'ils sont au cœur de pas mal d'affaires de blanchiment. Agents sportifs, pourquoi ? Quand il y a des transferts de joueurs, beaucoup d'argent peut transiter, donc être blanchi ? Voilà, le blanchiment peut expliquer parfois le prix faramineux de certains joueurs qui paraissent assez faibles sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va gonfler les prix de certains joueurs comme on peut gonfler le prix de certaines œuvres d'art ou de certaines voitures de collection pour pouvoir blanchir des sommes qui, au final, deviennent considérables. Alors, par exemple, vous arrivez dans une banque française et qu'est-ce que vous dites aux salariés ? C'est quoi le discours ? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de les sensibiliser au fléau et leur faire comprendre qu'il faut absolument lutter contre ce phénomène, parce que le blanchiment, en soi, ça n'est peut-être pas très inquiétant. C'est un petit peu comme les grandes escroqueries, ça fait même souvent sourire. Ça fait envie à certains, d'ailleurs. Par contre, ce que l'on blanchit, c'est l'argent sale, ce qu'on a vu d'ailleurs dans le reportage qui a été très très bien monté, parce que ces informations, on a toujours beaucoup de mal à les obtenir. Et donc, rappeler quand même à ceux qui sont au cœur, par exemple, de la banque, qu'ils peuvent être complices, en quelque sorte, de ces mafias et de ces criminels. Mais comment ? Par exemple, dans une banque, comment sait-on que l'argent qu'on est en train ou de transférer pour un client, c'est de l'argent sale ? Est-ce qu'on a des moyens techniques de le savoir véritablement ? Alors, il y a des moyens techniques qui sont la traçabilité des flux d'argent, mais c'est très compliqué. Des fois, il y a des montages très compliqués derrière, donc on voilà, il y a peut des pas montages aller très compliqués, donc on ne va pas bien loin. En tout cas, il ne faut pas croire qu'avec ces formations, avec ces nouvelles législations, on change grand-chose. Finalement, le blanchiment... On s'offre une bonne conscience, que vous voulez dire ? Le formateur peut servir d'alibi parfois, et puis les textes sont là pour montrer qu'on fait des choses. Mais après, sur le terrain, on s'aperçoit que le blanchiment ne cesse d'augmenter. Entre les deux éditions de mon livre, il s'est écoulé 3 ans, et en 3 ans, quasiment tous les chiffres ont doublé. Justement, quels sont les chiffres quand on dit, voilà, ça ne fait qu'augmenter ? Est-ce que vraiment, il y a eu une aggravation, une augmentation ? Oui, si on prend un peu plus de recul, depuis la chute du mur de Berlin, qui a ouvert de nouveaux espaces économiques et accéléré la mondialisation, le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants, des écomafias, ces atteintes à l'environnement, ont doublé ou augmenté de 30%. Il apparaît que plus le secteur économique est dynamique et plus il y a aussi incitation à des activités illégales, c'est-à-dire c'est lié en réalité. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure l'argent sale a pu aider des banques, des économies à se relever un peu plus vite ? L'exemple le plus frappant, c'est la Suisse qui a fermé les yeux sur le rapatriement de l'argent qui était caché dans les paradis fiscaux, qui, à mon avis, a sauvé en grande partie l'économie suisse et ses banques et donc son économie. Mais l'un des dangers pour les entreprises industrielles et commerciales, parce que ça ne touche pas que les banques. Et ça, c'est un petit peu ma démarche aujourd'hui auprès des chefs d'entreprise pour leur expliquer que dans leur activité quotidienne, ils peuvent se retrouver face à des criminels, quelquefois au péril de leur vie. J'ai certains clients qui ont risqué leur vie parce qu'ils se sont retrouvés dans des processus de blanchiment sans le savoir. Mais c'est quoi ? C'est-à-dire aller demander de l'argent, non pas à son banquier, mais vous parlez d'usurier, c'est-à-dire c'est quoi ? Non, même pas. On n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Ça, c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, en Italie. Mais on
peut très bien simplement trouver des nouveaux investisseurs pour augmenter ses capitaux, parce qu'on a besoin justement de solidifier sa structure financière, et on va voir un fonds d'investissement qui va arriver. Ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière ce fonds d'investissement, qui a l'air très sérieux, qui est quelquefois allié à une banque connue et française, par exemple, on ne sait pas que derrière, ce sont des fonds russes, des fonds chinois. Mais est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'un patron de PME qui va essayer d'avoir un peu d'argent pour se développer, est-ce qu'il peut savoir, notamment si ce fonds est adossé à malheureusement, une banque? il ne le sait pas, et c'est pour ça qu'on oblige son banquier, son expert comptable ou son avocat à se former pour justement être là pour empêcher ce type de procédé. À une autre échelle, je pense que le danger aussi, au-delà d'être technique, il est qu'on ait l'impression qu'il n'y ait plus de frontières entre le légal et l'illégal. Il faut comprendre que en tout cas les criminels professionnels ne seraient rien s'ils ne pouvaient pas, avec leur liquidité, après les placer dans l'économie légale. Et c'est là qu'ils rencontrent ce qu'on appelle les cols blancs, donc avocats d'affaires, notaires, comptables, selon les montages. Et c'est là que se crée un corps social. Et c'est vraiment là que ce corps social fait que dans la société, on a l'impression que tout est comme ça et que c'est normal. Et c'est le risque qui est le plus grand, à mon sens, aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est interconnecté. On n'arrive plus trop à faire la différence dans cette masse. Le vrai problème, il est là, parce que si on prend l'ensemble de l'argent sale, c'est-à-dire on a parlé de l'argent mafieux, mais ça va au-delà. Il y a l'argent des dictateurs, il y a l'argent de ceux qui acceptent des pots de vin, il y a l'argent de ceux qui détournent un peu d'argent, un peu de fonds, la fraude fiscale, etc. Ça représente 10% du PIB dans le monde. On peut dire que ces 10%, c'est-à-dire 7 000 milliards environ, ça a toujours plus ou moins existé. La nouveauté, et là le danger est bien présent à ce niveau-là, c'est cette interconnexion, cette interaction entre économie propre, économie grise, économie noire. Et le véritable danger est là. Et aujourd'hui, on va avoir dans son pacte d'actionnaires des gens tout à fait honorables, mais il va y avoir un fonds d'investissement, il va y avoir une société qui va être un peu moins claire. Et c'est vrai que lorsqu'on est à la tête, par exemple, d'une PME en difficulté, qu'on est à la 10e génération... Est-ce qu'on a vraiment la force d'aller chercher qui est derrière? Et est-ce qu'on a vraiment envie, lorsque le risque, c'est de fermer son entreprise et de mettre tout le monde dehors? Vous êtes quand même en train de me dire qu'aujourd'hui, il y a de l'argent sale qui permet peut-être de préserver des emplois. Qui permet de préserver des emplois et d'acheter très cher certaines entreprises. On voit bien les prix sur certaines transactions, notamment dans le vin. Et en France, on est bien placé pour connaître cela. Donc dans le Bordelais ou dans la... Ça crée une inflation, c'est ce que vous voulez dire? On a des bulles qui sont créées par le blanchiment et par les blanchisseurs. La bulle immobilière, la bulle dans le vin, la bulle dans l'art contemporain. Donc à mon sens, c'est du court terme. C'est-à-dire que de dire que ça permet de conserver des emplois, etc., l'expérience montre que ça crée des dégâts bien plus importants, les bulles dont vous parliez. Dans l'affaire des subprimes, des études ont été faites donc, par des chercheurs français, par exemple Guéraud, de Maillard, etc., qui montrent que c'est toute une organisation faite de mafieux italo-américains, d'assureurs, de financiers, qui sont à l'origine, en tout cas... De ce montage qui, à un moment donné, a éclaté. Oui, ou plutôt à l'origine du montage, ou plutôt à l'origine de la grandeur du montage, de son importance, qui a déclenché la crise des subprimes, puis cette crise terrible, qui n'est qu'un révélateur, mais malgré tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, vous posez la question dans le documentaire, est-ce que le politique est résigné ou aveugle ? En général, parce qu'il y a eu des déclarations d'intention, lutter contre les paradis fiscaux, éradiquer cet argent sale, lutter contre cette économie parallèle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté ou il y a une résignation ? Ça n'a été que des effets de manche. Lorsqu'on se souvient des annonces sur la lutte contre les paradis fiscaux, il suffit de reprendre des déclarations de cette époque. On est en 2009 à peu près. Rien ne s'est passé depuis. Andorre reste Andorre, Monaco reste Monaco. Le Delaware, on a quand même le vice-président américain qui est l'ancien sénateur de Delaware, qui est le premier paradis fiscal au monde. Je tombe sur le site internet officiel des îles Vierges néerlandaises. Et qu'est-ce que conseillent officiellement les îles Vierges néerlandaises comme guide touristique ? Mon livre. C'est sur le site. Donc, cette technique de blanchiment qui est conseillée par les îles Vierges néerlandaises pour venir aux îles Vierges néerlandaises. Donc, on a plein d'exemples comme ça qui montrent que finalement, ça arrange peut-être tout le monde, plutôt que vraiment de mettre en place une lutte efficace qui va être coûteuse à un moment où on n'a pas envie de trop dépenser. C'est quoi une lutte efficace et donc coûteuse ? Et je ne sais pas dans quelle mesure elle est coûteuse. Je crois qu'une lutte efficace
y compris contre le blanchiment, c'est la confiscation. Confiscation administrative, donc, qui existe en Italie, et sa réutilisation. Dans le reportage, qui est très bien fait, vous avez une interview d'un politicien dans le Café de Paris, confisqué à la mafia calabraise. Il a été saisi provisoirement, puis définitivement confisqué par une procédure administrative, mais il a continué de tourner, parce que l'État y a mis un mandataire qui a continué à faire travailler les salariés qui sont bien contents. Donc vous voyez qu'on préserve des emplois. Donc franchement, là je parle d'Italie, mais aujourd'hui en France aussi, il y a une petite volonté. On a créé l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis. Ça a rationalisé le système et on est passé à 300 millions de saisies. Donc, puisqu'on ne va pas régler le problème des paradis fiscaux aujourd'hui, essayons de leur couper leurs moyens quelque part. Exactement. Confiscation, ça c'est peut-être une piste. Rapidement pour conclure, une autre piste pour lutter, être efficace, vous en donnez dans votre livre. Je crois que la réponse est simple pour lutter contre tout cela, c'est lutter contre le manque d'instruction et lutter contre la pauvreté. Je crois que la base est là, parce qu'on travaille toujours sur le blanchiment, sur le crime, mais le crime et le blanchiment n'existent que parce qu'il y a des régions qui sont pauvres et avec des gens peu instruits. Et d'ailleurs, les mafias font en sorte que ça dure et que les populations restent dans cette pauvreté. Merci à tous les deux. Éric Vergniet, je rappelle le titre de votre livre, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, aux éditions Duno. On passe à